Les portes massives de la cathédrale Notre-Dame volèrent en éclats, se heurtant aux murs de pierre dans un fracas qui déchira le silence sacré. L'orgue, qui jouait une mélodie douce et solennelle, s'arrêta net, laissant un écho suspendu sous les voûtes gothiques. Tous les regards, emplis de stupeur, se tournèrent vers la silhouette qui se découpait dans la lumière crue du parvis. Le prince Alexandre se tenait là, le visage dur comme le marbre, son costume sombre contrastant violemment avec la blancheur immaculée de la cérémonie. Il n'était pas un invité, il était une tempête venue réclamer son dû. Ses yeux, d'un bleu glacial, balayèrent l'assemblée avec un mépris souverain, avant de se fixer sur la femme debout devant l'autel. Camille, son voile de dentelle tremblant légèrement, sentit un froid glacial parcourir son échine, un froid qui n'avait rien à voir avec le courant d'air. Le pacte qu'elle avait scellé avec le diable était sur le point d'être rompu par un ange déchu, et elle ne savait pas lequel des deux était le plus dangereux. Il s'avança dans l'allée centrale, ses pas résonnant sur le sol en damier avec une assurance insolente. Chaque foulée était une déclaration de pouvoir, une affirmation de sa volonté face aux lois des hommes et de Dieu. Les invités, figés sur leurs bancs, n'étaient que des spectateurs muets d'une pièce dont il était le seul metteur en scène. Il ignora le marié, un homme au visage blême dont l'importance venait de s'évaporer, et ne s'arrêta qu'à quelques centimètres de Camille. Le parfum de son eau de Cologne, un mélange coûteux de cuir et d'ambre, vint agresser ses narines, se mêlant à l'odeur de l'encens et des lys. Sous le voile, le regard de Camille n'exprimait pas la délivrance qu'il s'attendait à y trouver, mais une panique pure, une terreur si profonde qu'elle semblait la noyer de l'intérieur. Il venait pour la sauver, croyait-il, mais dans ses yeux, il ne vit que le reflet d'un homme qui venait de la condamner à un sort bien pire que ce mariage forcé. Sans un mot, sa main se referma sur son bras avec une possessivité qui ne laissait aucune place à la contestation. Le contact de ses doigts, chaud et dur à travers le satin de sa manche, fut comme une brûlure, une marque indélébile. Le tissu délicat de sa robe de mariée se froissa sous sa poigne. Il la tira à lui, l'arrachant à l'autel comme on arrache une fleur rare de la terre. Le geste était brutal, presque sauvage, un acte de propriété exécuté devant l'aristocratie parisienne médusée. Le prêtre ouvrit la bouche pour protester, mais le regard que lui lança le prince Alexandre figea les paroles dans sa gorge. Personne n'osait défier un homme qui agissait comme si le monde lui appartenait, et en cet instant, il était clair que pour lui, Camille faisait partie de ses possessions. Il la força à lui tourner le dos à son sacrifice, et l'entraîna vers la sortie, vers une liberté qui avait le goût amer de la captivité. Si cette histoire où l'amour et le pouvoir s'affrontent sous les voûtes sacrées d'une église vous captive déjà, si le courage silencieux de cette femme face à l'arrogance d'un prince a touché votre cœur, alors nous vous invitons à nous rejoindre dans ce tourbillon d'émotions. Abonnez-vous pour ne rien manquer de ce destin tumultueux. Laissez un pouce bleu pour soutenir Camille dans son épreuve et partagez dans les commentaires ce que vous auriez fait à la place d'Alexandre. Votre soutien est la flamme qui alimente ces récits passionnés et nous sommes honorés de les partager avec vous, car chaque histoire est un voyage que nous faisons ensemble, au cœur des passions les plus intenses et des amours les plus impossibles. Continuez à nous suivre pour découvrir comment une seule décision peut changer le cours de tant de vies, et si la rédemption est possible même pour les cœurs les plus orgueilleux. Alors qu'il la traînait hors de la cathédrale, le monde extérieur semblait un chaos indistinct, un tourbillon de visages choqués, de murmures scandalisés et de flashs crépitants des paparazzis déjà alertés. Pour Camille, tout cela n'était qu'un bruit de fond assourdissant. Son esprit était entièrement concentré sur la main qui la tenait prisonnière et sur la catastrophe qui venait de se produire. Son plan, si désespéré, si soigneusement élaboré pour protéger la seule personne qui comptait pour elle, venait d'être réduit en cendres par l'égoïsme d'un seul homme. Arrivée sur le parvis, sous le regard des gargouilles de pierre, elle se retourna enfin vers lui, ses yeux brillant de larmes non versées, un mélange de fureur et de désespoir. Sa voix, quand elle parla, ne fut qu'un souffle brisé, mais chargé d'un poids immense, une accusation qui le frappa plus durement qu'une gifle. « Non !» murmura-t-elle. « Arrêtez. Vous avez tout détruit. Absolument tout. » Le prince Alexandre la regarda, son expression passant de la triomphe à une incompréhension totale. Il s'attendait à des larmes de gratitude, à un soulagement, peut-être même à un baiser passionné. Pas à cette condamnation. Devant eux, une berline noire aux vitres teintées attendait, moteur vrombissant, prête à les emporter loin de ce scandale. Il la poussa à l'intérieur sans ménagement, le cuir froid du siège accueillant sa robe de mariée souillée. La portière claqua, les isolant dans une bulle de silence tendu. Il la regardait, cherchant une explication à ce désastre émotionnel, mais ne voyait qu'une femme brisée par son acte héroïque. Il ne comprenait pas. Pour lui, il venait de la sauver de l'usurier impitoyable qu'elle s'apprêtait à épouser.
Pour comprendre la terreur pure dans ses yeux et la raison pour laquelle son salut était sa damnation, il fallait remonter le temps, quelques semaines plus tôt, au jour où ce pacte infernal avait été scellé dans l'ombre des ruelles de Paris. Quelques semaines avant ce désastre à Notre-Dame, la vie de Camille n'était pas un conte de fées, mais une toile peinte à la suie et à la fierté. Son atelier, niché sous les toits de Montmartre, était un sanctuaire de pauvreté et de génie, un chaos ordonné où l'odeur de la térébenthine se mêlait à celle du café froid. La lumière de Paris, si chère aux impressionnistes, filtrait à travers une lucarne sale, caressant les chevalets, les portraits inachevés et les esquisses au fusain qui tapissèrent les murs comme une seconde peau. C'était là qu'elle respirait, qu'elle existait vraiment, loin du bruit du monde. Chaque coup de pinceau était un acte de défi, une affirmation de son indépendance dans une ville qui pouvait être aussi cruelle que belle. Elle ne possédait rien d'autre que son talent et l'amour féroce qu'elle portait à sa jeune sœur. Et pour elle, c'était suffisant. Elle croyait, dans sa jeunesse et son orgueil, que l'art pouvait la protéger de tout. Mais l'art ne paie pas les dettes, surtout celles qui ne sont pas les vôtres. Le fardeau qui pesait sur les épaules de Camille avait été laissé par des fantômes, une dette familiale qui avait grandi dans l'ombre comme une mauvaise herbe, menaçant d'étouffer le peu de lumière qui lui restait. Les lettres de rappel, d'abord polies, étaient redevenues des menaces à peine voilées, des serpents de papier glacé se glissant sous sa porte. Chaque grincement de l'escalier, chaque ombre dans la ruelle la faisait sursauter. La peur était devenue une compagne constante, un froid qui s'infiltrait à travers les fissures de sa détermination. Elle travaillait jusqu'à l'épuisement, vendant ses dessins sur la place du Tertre pour quelques pièces, sacrifiant son sommeil et sa santé pour honorer des promesses qu'elle n'avait jamais faites. Elle se battait avec la dignité d'une lionne protégeant son territoire, ignorant que le prédateur qui la chassait ne voulait pas seulement de l'argent, mais son âme. Le point faible de Camille, sa seule et unique vulnérabilité, avait un nom, Chloé. Sa petite sœur, un rayon de soleil de 16 ans dont le rire pouvait chasser les nuages les plus sombres. C'était pour elle que Camille se battait, pour préserver son innocence, pour lui offrir un avenir qu'elle-même ne pourrait jamais avoir. Elle portait autour du cou un médaillon usé, contenant une minuscule photo de Chloé, un talisman contre le désespoir. Souvent, dans le silence de la nuit, elle le serrait dans sa paume, se rappelant son serment silencieux de la protéger à tout prix. Chloé ignorait tout de la tempête qui se préparait. Pour elle, Camille était un roc, une artiste bohème dont la vie était une aventure. Elle ne voyait pas les nuits blanches, les mains tachées de peinture et de larmes, ni la peur qui creusait des sillons sur le visage de sa sœur. C'était un secret que Camille gardait jalousement, un fardeau qu'elle portait seule, avec une force qui défiait sa frêle apparence. L'homme qui allait tout changer n'arriva pas comme un orage, mais comme un poison lent. Monsieur Dubois, l'usurier, se présenta à son atelier un après-midi pluvieux. Il n'avait pas l'apparence d'un monstre, mais celle d'un banquier respectable, avec un costume coûteux et des chaussures si brillantes qu'elle semblait se moquer du sol usé et taché de peinture. Il entra sans y être invité, son parfum de luxe violant l'espace sacré de Camille. Il ne haussa jamais la voix. Il parla calmement, avec une précision chirurgicale, détaillant la dette avec une froideur terrifiante. Puis, il évoqua Chloé. Il mentionna son lycée, ses habitudes, ses rêves, avec une familiarité qui glaça le sang de Camille. La menace n'était pas directe, elle était pire, une suggestion, une ombre planant sur l'avenir de sa sœur. Il lui fit comprendre que la dette n'était plus une question d'argent, c'était devenu une question de contrôle, et il tenait la seule chose qui comptait pour elle entre ses mains avides. L'offre tomba, non comme une bouée de sauvetage, mais comme une pierre tombale. Le mariage. Il ne voulait pas d'une épouse, il voulait un trophée, une signature au bas d'un contrat, qui ferait d'elle sa propriété. En échange, la dette serait effacée et, plus importante encore, Chloé serait en sécurité, intouchable. Camille le regarda, voyant pour la première fois le prédateur derrière le masque de civilité. La nausée monta dans sa gorge. Épouser cet homme signifiait renoncer à tout ce qu'elle était, son art, sa liberté, son corps, son nom. C'était une cage dorée, mais une cage tout de même. Le silence dans l'atelier était assourdissant, rompu seulement par le martèlement de la pluie contre la vitre. Sur la table, entre les pots de peinture et les pinceaux, le contrat de mariage semblait d'une blancheur obscène, un linceul pour ses rêves. Le choix était impossible, car ce n'en était pas un. C'était une exécution, et elle devait elle-même choisir l'arme. Son regard se posa sur le chevalet où se trouvait un portrait inachevé de Chloé, le sourire de sa sœur capturé dans un instant de bonheur pur. C'est ce sourire qu'elle devait protéger, c'est pour lui qu'elle allait se sacrifier.
Sa main, tremblante, saisit le stylo. Chaque fibre de son être hurlait de refuser, de se battre, de fuir, mais la peur pour sa sœur était plus forte que son propre désir de vivre. La signature fut un trait de fusain noir sur son âme, un pacte scellé avec le diable pour sauver un ange. Elle était désormais prisonnière, son atelier devenu une cellule, et son avenir un chemin sombre menant à un autel. C'est dans ce désespoir absolu, cette résignation terrifiée, qu'elle se préparait à affronter son destin, ignorant qu'un prince arrogant, mu par des souvenirs et un orgueil blessé, s'apprêtait à faire irruption dans sa vie pour la sauver, et par là même la condamner à un enfer bien plus terrible encore, car il allait détruire la seule protection qu'elle avait si chèrement achetée. Leur première rencontre eut lieu des années avant le fracas des portes de la cathédrale, un soir de pluie fine sur la butte Montmartre. Camille était à sa place, assise sur un tabouret pliant, protégée par le store élimé d'un café, ses doigts noircis de fusain dansant sur le papier. Elle ne peignait pas les touristes ou la vue éblouissante de Paris, mais les visages oubliés, la tristesse d'un vieil homme, le rire d'un enfant des rues. Elle était absorbée, imperméable au monde, une île de passion au milieu de l'indifférence parisienne. C'est alors qu'une ombre s'était projetée sur son dessin, une ombre projetée par une silhouette grande et impeccablement vêtue, dont les chaussures italiennes semblaient une insulte au pavé mouillé. Elle leva les yeux, agacée par l'interruption, et son regard croisa deux éclats de glace bleue d'une intensité dévastatrice. Le prince Alexandre était là, non pas comme un client, mais comme un collectionneur découvrant une œuvre d'art sauvage qu'il désirait immédiatement posséder. Il la détailla sans la moindre subtilité, son regard glissant de ses cheveux en désordre, où quelques gouttes de pluie s'étaient accrochées comme des diamants, jusqu'à ses mains tachées, qu'il trouvait étrangement fascinantes. Pour lui, habitué à la perfection aseptisée des galeries d'art et des femmes de la haute société, elle était une anomalie, une créature brute, vibrante d'une vie qu'il ne connaissait pas. Il vit la fierté dans sa posture, le défi dans ses yeux, et cela l'excita plus que n'importe quelle coquetterie étudiée. Il n'y avait en elle aucune soumission, aucune attente. Elle était un feu de camp crépitant dans la nuit, dangereux et irrésistible. Il s'approcha, l'odeur de son parfum luxueux se mêlant à celle de la pluie et du papier humide. Il ne voyait pas une artiste de rue luttant pour survivre. Il voyait un chef-d'œuvre vivant qu'il se devait d'acquérir, de protéger du monde et, surtout, de garder pour lui seul, dans le secret de ses appartements dorés. Camille, de son côté, ne vit pas un prince, mais un prédateur. Un homme dont le costume coûtait probablement plus cher que tout ce qu'elle posséderait jamais. Il incarnait tout ce qu'elle méprisait, le pouvoir désinvolte, l'arrogance de ceux qui n'ont jamais eu à se battre pour quoi que ce soit. Son regard la parcourait comme s'il évaluait une jument de course, et une vague de colère froide la submergea. Elle sentit un frisson parcourir sa peau, un mélange troublant de répulsion et d'une étrange, inadmissible lueur de curiosité. Qui était cet homme qui osait la regarder avec une telle assurance, comme si elle lui appartenait déjà ? Elle resserra sa prise sur son fusain, son seul bouclier, et se prépara à l'impact. Elle avait affronté la faim, le froid, le mépris des marchands d'art. Elle n'allait certainement pas se laisser intimider par un regard bleu et un costume trop cher, même si ce regard semblait capable de lire dans les recoins les plus secrets de son âme. Sa voix, quand il parla, était exactement comme elle l'avait imaginé, grave, posée, habituée à être obéie sans discussion. Il ne fit aucun compliment sur son art, ne posa aucune question. Il lui fit une offre, simple et brutale. Il voulait acheter tout son portfolio. Pas une toile, pas un dessin, mais tout. L'intégralité de son travail, de son âme couchée sur le papier. Le montant qu'il proposa était si astronomique qu'il lui coupa le souffle. C'était assez pour la mettre à l'abri, elle et Chloé, pour des années. Mais la proposition était un poison enrobé de miel. Il ne voulait pas seulement ses œuvres, il la voulait, elle. Il parla d'un atelier privé dans son hôtel particulier, de matériaux de la plus haute qualité, d'une vie sans souci. Il lui offrait une cage dorée, magnifiquement décorée, mais dont il serait le seul à détenir la clé. Il ne lui offrait pas le succès, il lui offrait la servitude. Le silence qui suivit sa proposition fut plus assourdissant que le bruit de la ville. Camille le regarda droit dans les yeux, laissant son mépris transparaître sans phare. Elle vit une lueur de surprise dans son regard, l'incrédulité d'un homme qui n'avait jamais entendu le mot « non ». Lentement, elle rangea son fusain, referma son carnet de croquis avec une lenteur délibérée, comme si elle scellait un tombeau. Sa voix, quand elle répondit, était calme, mais tranchante comme un éclat de verre. « Monsieur !» dit-elle, chaque mot chargé d'une dignité féroce. « Mon art n'est pas une marchandise, et mon âme n'est pas à vendre. » Elle se leva, son regard ne le quittant pas, le défiant de répliquer. Pour la première fois de sa vie, le prince Alexandre se sentit non seulement rejeté, mais profondément humilié. Une artiste de rue, sans le sou,
venait de refuser son monde, son pouvoir et son argent, avec un dédain qui le laissa sans voix. Il resta figé sur le trottoir, la regardant s'éloigner sous la pluie, sa silhouette frêle se fondant dans la nuit parisienne. L'humiliation se mua rapidement en une colère froide, puis en une obsession tenace. Elle était la seule chose qu'il n'avait pas pu acheter, la seule volonté qui ne s'était pas pliée à la sienne. Cette nuit-là, il ne laissa pas partir une simple artiste, mais un défi à son existence même. Pour lui, elle était devenue une énigme à résoudre, une forteresse à conquérir. Pour elle, il n'était qu'un souvenir désagréable, l'incarnation d'un monde auquel elle ne voulait jamais appartenir. Elle l'oublia, ou du moins essaya, se replongeant dans sa lutte quotidienne. Mais lui ne l'oublia jamais. Il garda son visage en mémoire, attendant le jour où le destin la remettrait sur son chemin, le jour où elle serait assez désespérée pour ne plus pouvoir refuser. Ce jour, il le savait, finirait par arriver, et il serait prêt à la réclamer. La berline noire glissa à travers les grilles monumentales d'un hôtel particulier, un palais caché au cœur de Paris, loin des regards indiscrets. Le gravier crissa sous les pneus, seul son dans le silence pesant qui emplissait l'habitacle. Alexandre ne lui avait pas adressé un mot depuis son accusation, son profil dur se découpant dans la lumière blafarde des lampadaires. Quand la portière s'ouvrit, l'air frais de la nuit la frappa, mais ne parvint pas à dissiper la fièvre de sa colère. Elle sortit de la voiture, sa robe de mariée, autrefois immaculée, traînant sur le sol comme un linceul souillé. Le bâtiment se dressait devant elle, une masse de pierre et d'arrogance, ses fenêtres illuminées, comme des yeux dorés la jugeant. Il la guida à l'intérieur d'un geste impérieux, sans la toucher cette fois, mais sa présence seule était une chaîne invisible. Elle pénétra dans un hall de marbre, si vaste et si froid, qu'il semblait pouvoir avaler tous les sons, toutes les émotions, et elle se sentit plus seule et plus prisonnière que jamais. Il la conduisit à travers une enfilade de salons, où des chefs-d'œuvre de maîtres accrochés au mur semblaient la regarder avec pitié. Chaque objet, chaque meuble criait une richesse et un pouvoir qu'elle haïssait. Il s'arrêta finalement devant une immense baie vitrée donnant sur un jardin à la française, parfaitement entretenu même dans l'obscurité. C'est là qu'il se retourna, son visage une tempête contenue. Il attendait toujours des explications, peut-être même de la gratitude. Mais le regard de Camille était vide de toute soumission. « Vous ne comprenez pas », murmura-t-elle, sa voix gagnant en force à chaque mot. Ce mariage n'était pas un choix, c'était un bouclier, un contrat pour protéger ma sœur. Dubois la tenait, il la menaçait. En m'épousant, il la laissait tranquille. Vous n'avez pas interrompu un mariage, prince Alexandre. Vous venez de pointer une arme sur la tête de la seule personne que j'aime au monde. Vous n'êtes pas mon sauveur, vous êtes mon bourreau. Le mot bourreau le frappa avec la violence d'un coup de poing. L'assurance qu'il affichait se fissura, laissant entrevoir une lueur de confusion, puis une fureur sourde. Il ne pouvait pas avoir tort. Il était le prince Alexandre. Ses actions étaient toujours justes, ses décisions infaillibles. L'idée qu'il ait pu, par son arrogance, aggraver la situation était insupportable. « C'est absurde », rétorqua-t-il, sa voix grave s'efforçant de retrouver son autorité. « Cet homme est un usurier, un criminel. Je peux le détruire, payer cette dette 10 fois s'il le faut. » Il fit un pas vers elle, tentant de reprendre le contrôle par sa seule présence. « Vous n'aviez pas à vous vendre, vous n'aviez qu'à venir à moi. » Un majordome âgé, à la posture impeccable, apparut silencieusement dans l'embrasure de la porte, son visage impassible trahissant une longue habitude des tempêtes princières. Il tenait une tablette d'argent, sur laquelle vibrait un téléphone, ignorant que son arrivée allait faire basculer leur confrontation dans une horreur bien plus concrète. Camille éclata d'un rire amer, un son brisé qui résonna étrangement dans le luxe du salon. « Venir à vous ? Pour devenir quoi ? Une autre de vos acquisitions ? Un oiseau rare dans votre cage dorée ?» Le téléphone sur le plateau vibra de nouveau, avec insistance. Alexandre fit un signe impatient au majordome qui s'approcha et lui tendit l'appareil. Le prince y jeta un regard distrait qui se figea aussitôt. Son visage se vida de toute couleur. Sans un mot, il tourna l'écran vers Camille. C'était une photo, prise quelques heures plus tôt. On y voyait Chloé, sortant de son lycée, riant avec une amie totalement inconsciente de l'objectif qui la visait. Sous l'image, un simple message de Dubois. Le contrat est rompu. Les conditions ont changé. La menace n'était plus une abstraction. Elle était là, sur cet écran, glaciale et immédiate. Le pouvoir d'Alexandre, son argent, son nom, tout cela semblait soudain dérisoire face à la simplicité cruelle de cette image. Un silence de mort s'installa entre eux, plus lourd que toutes les paroles. La dynamique venait de s'inverser de la plus terrible des manières. Elle n'était plus sa captive, et il n'était plus son ravisseur. Ils étaient désormais deux prisonniers, enchaînés l'un à l'autre par la peur et la culpabilité. Il était devenu, malgré lui, le seul rempart entre Dubois et Chloé.
Les jours qui suivirent furent un purgatoire de tensions silencieuses. Il la logea dans une suite somptueuse, lui fit livrer des robes de créateur, lui offrit des repas dignes d'un roi, mais elle refusa tout. Elle resta dans les vêtements simples qu'elle portait sous sa robe de mariée, une protestation muette. Elle passait ses journées près de la fenêtre, regardant le jardin sans le voir, son visage un masque d'angoisse. Il la faisait surveiller, la protégeait avec une armée invisible, mais il ne pouvait pas effacer la peur dans ses yeux, une peur qu'il avait lui-même provoquée. Il se surprenait à l'observer, fasciné par sa force tranquille, par cette dignité farouche qui était une insulte permanente à son monde. 2 semaines s'écoulèrent ainsi, une éternité suspendue dans le luxe et l'anxiété. Leur relation était un champ de bataille où le ressentiment côtoyait une étrange dépendance, et où, dans les silences les plus profonds, naissait une attirance qu'aucun des deux n'osait s'avouer. Jean-Pierre, le majordome, était devenu leur messager silencieux, témoin de l'obsession grandissante du prince pour cette femme qui le défiait sans dire un mot. Un soir, Alexandre entra dans sa chambre sans se faire annoncer. Il tenait une boîte en velours dans sa main. « Dans 1 semaine a lieu le bal de la Croix-Rouge », déclara-t-il, son ton ne souffrant aucune contestation. « C'est l'événement le plus important de l'année pour ma famille. Vous y assisterez, à mon bras. » Il posa la boîte sur une table. « Vous devez faire partie de mon monde maintenant. Nous devons contrôler ce scandale. » Elle comprit immédiatement. Ce n'était pas une invitation, c'était une sentence. Elle allait être exposée, jugée, exhibée comme son trophée. Et elle savait, avec une certitude glaçante, que Dubois serait là, attendant son heure pour la détruire devant tous. La semaine s'était écoulée comme une condamnation à mort, chaque heure rapprochant Camille du supplice public qu'Alexandre appelait une soirée mondaine. La voiture s'arrêta devant un parterre inondé de lumière, où l'élite parisienne scintillait de 1000 feux. Il la fit sortir, sa main possessive au creux de son dos, la guidant à travers une marée de regards curieux. La salle de bal de l'Opéra Garnier était un chef-d'œuvre de dorure et de velours rouge, un écrin magnifique pour la souffrance qu'elle s'apprêtait à endurer. Chaque murmure semblait parler d'elle, la femme mystérieuse arrachée à son propre mariage par le prince indomptable. Elle portait une robe de soie bleu nuit, une armure offerte par son geôlier, mais sous le tissu luxueux, son cœur battait avec la frénésie d'un oiseau pris au piège. Elle n'était pas son invitée, elle était son bouclier, une déclaration de pouvoir vivante, et la solitude qu'elle ressentait au milieu de cette foule était la plus profonde qu'elle ait jamais connue. Alors qu'Alexandre la présentait à un cercle de dignitaires au sourire figé, une silhouette familière se détacha de la foule, se déplaçant avec la lenteur calculée d'un serpent. Monsieur Dubois. Il était impeccable dans son smoking, un verre de champagne à la main, son visage affichant une courtoisie qui n'atteignait pas ses yeux de prédateur. Il s'approcha d'eux, et un cercle de silence se forma instantanément autour du trio. Les conversations s'éteignirent, les têtes se tournèrent, l'instinct de la haute société sentant le parfum du scandale. Camille sentit le bras d'Alexandre se raidir contre elle, un rempart de muscles et d'orgueil. Mais Dubois ne le regardait pas, lui. Son attention était entièrement tournée vers elle, un sourire carnassier étirant ses lèvres fines. Il leva son verre dans un toast silencieux, un geste qui était à la fois une salutation et une déclaration de guerre, et l'air devint soudainement glacial, lourd d'une menace imminente. « Prince Alexandre », commença Dubois, sa voix suave tranchant le silence tendu. « Quelle charmante compagnie! Mademoiselle a un talent certain pour attirer l'attention. Mais il faut être prudent. Les artistes ont souvent une vie complexe, pleine de secrets inattendus. » Il fit une pause, laissant ses mots infuser l'atmosphère comme un poison. On entend tant d'histoires, des dettes qui ne sont pas seulement financières, mais aussi morales, des responsabilités oubliées, parfois même. Et ici, son regard se fit plus perçant, se posant sur le ventre de Camille avec une insistance obscène. Un jeune héritier caché qui pourrait tout changer. N'est-ce pas fascinant, la façon dont le passé refait toujours surface? Chaque mot était une pierre jetée dans l'eau calme de l'apparence, créant des ondes de suspicion qui se propageaient à travers l'assemblée. La menace n'était plus voilée, elle était là, suspendue entre eux, prête à exploser. Face à cette attaque insidieuse, Alexandre commit l'erreur fatale de l'orgueil. Au lieu de défendre Camille, de faire taire Dubois par la force de sa position, il choisit le mépris. Une colère froide durcit ses traits, mais sa réponse fut adressée à l'homme, pas à l'accusation. « Certaines personnes de votre espèce devraient apprendre à rester à leur place », siffla-t-il, sa voix basse et menaçante. « Votre présence ici est une erreur que je corrigerai personnellement. » C'était une démonstration de pouvoir, mais en ignorant le fond de l'insinuation, en refusant de la démentir pour Camille, il la laissa seule, exposée au milieu du cercle de vautours. Il n'a pas vu la femme à son bras, mais seulement son propre honneur bafoué. À cet instant, il ne la protégea pas.
Il la sacrifia sur l'autel de sa propre fierté, la laissant se noyer dans les murmures qui commençaient déjà à enfler, confirmant par son silence la véracité du poison de Dubois. Ce fut cette omission, ce silence assourdissant de la part de l'homme qui l'avait arraché à sa vie, qui brisa Camille. La trahison la frappa plus durement que n'importe quelle insulte publique. Elle se dégagea de sa poigne, un geste net et définitif qui surprit Alexandre. Un silence de mort tomba sur la salle lorsqu'elle lui fit face, non pas avec des larmes, mais avec un regard d'un mépris si glacial qu'il sembla le brûler. Elle ne dit rien. Elle n'avait pas besoin de le faire. Son silence était une condamnation. Puis, avec une dignité royale que personne dans cette salle ne pourrait jamais acheter, elle tourna le dos au prince, à l'usurier et à l'aristocratie tout entière. Elle traversa la salle de bal, la tête haute, sa robe de soie bruissant sur le marbre comme le soupir d'une âme qui s'en va. Chaque pas était une affirmation de son indépendance, une fuite qui ressemblait à une victoire, laissant derrière elle un prince humilié et un scandale sur le point d'éclater. Elle disparut dans la nuit parisienne, avalée par les portes dorées de l'opéra. Alexandre resta figé, le son des murmures et des ricanements l'assaillant de toutes parts. Le visage de Dubois affichait un triomphe tranquille. Ce n'est qu'en voyant le vide à son bras et en sentant le froid de son absence qu'Alexandre comprit l'ampleur de sa faute. La panique, une émotion qu'il connaissait à peine, submergea sa colère. Il avait échoué, il l'avait exposé, humilié, et maintenant, il l'avait perdu. Sans un mot pour la foule, il se lança à sa poursuite, bousculant les invités, son cœur martelant une cadence de regret et de peur. Il se précipita sur le parvis, balayant du regard les rues sombres, mais elle était partie. Il était seul sous la pluie fine qui commençait à tomber, avec pour seule compagnie le poids écrasant de sa culpabilité et le nom de Camille, qu'il se mit à crier dans la nuit, un son désespéré se perdant dans le bruit de la ville. Si le destin de Camille vous a ému, si la chute de ce prince orgueilleux vous a captivé, alors nous vous invitons à poursuivre ce voyage avec nous. Partagez dans les commentaires la scène qui vous a le plus touché. Et dites-nous si vous pensez qu'Alexandre mérite une seconde chance. Votre avis compte énormément pour nous. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir cette histoire et de vous abonner pour découvrir la suite de leur destin. Ne manquez pas notre prochaine vidéo, où la quête de rédemption commencera dans les rues sombres de Paris. Merci de votre fidélité, et à très bientôt pour de nouvelles émotions. Le cri d'Alexandre se brisa contre la façade humide de l'Opéra Garnier, un son rauque et impuissant qui se perdit dans le murmure de la pluie. Les derniers invités du bal s'éclipsaient, jetant des regards furtifs sur le prince déchu, seul sur les marches, trempé et vaincu. La fureur qui l'avait animé quelques instants plus tôt se mua en une panique glaciale. Il la chercha des yeux dans la marée de phares qui s'éloignait, mais elle s'était évaporée, dissoute dans la nuit parisienne comme un fantôme. Il retourna à son hôtel particulier, le silence des pièces immenses lui renvoyant l'écho de son échec. Chaque objet de luxe, chaque tableau de maître semblait se moquer de son impuissance. Dans un accès de rage et de dégoût de lui-même, il balaya d'un revers de main les objets d'une console en marqueterie, le fracas du cristal brisé sur le marbre n'étant qu'un pâle reflet de la destruction qu'il ressentait en lui. Son pouvoir, son nom, sa fortune, tout cela ne valait rien. Il ne pouvait pas la forcer à revenir. Il saisit son téléphone, s'avoua un ordre sec et brutal à son chef de la sécurité. « Retrouvez-la, remuez ciel et terre, je la veux, maintenant !» Pendant que des hommes en costume sombre commençaient à sillonner la ville, Camille marchait sans but sous l'averse, l'eau glacée s'infiltrant à travers la soie de sa robe. Le vêtement, qui avait été une armure, n'était plus qu'un linceul froid et lourd, collant à sa peau, témoin de son humiliation. Chaque pas l'éloignait de ce monde de dorures et de mensonges, la ramenant vers l'anonymat des rues qu'elle connaissait si bien. Elle n'avait nulle part où aller. Son atelier était un piège, la maison d'amis, un danger. Elle finit par trouver refuge dans un petit hôtel miteux près de la gare de l'Est, payant la nuit avec les quelques billets qu'elle gardait toujours sur elle. Dans la chambre exiguë qui sentait le renfermer, elle se débarrassa de la robe de créateur avec une sorte de frénésie, la laissant tomber en un tas informe sur le sol usé. C'était un acte de libération, le rejet violent de l'identité qu'il avait tenté de lui imposer. Frissonnante, elle s'enveloppa dans une couverture rêche, le froid extérieur n'étant rien comparé au gel qui avait envahi son cœur. Ce n'était pas l'insulte de Dubois qui la hantait, mais le silence d'Alexandre, ce silence qui avait signé sa condamnation. Les jours suivants furent pour Alexandre une torture de silence et d'attente. Ces hommes revenaient bredouilles, leur rapport se résumant à un néant frustrant. Elle avait disparu sans laisser de traces, comme si elle n'avait jamais existé. Il arpentait son bureau, transformé en quartier général d'une recherche désespérée, les murs couverts de plans de Paris, les tables jonchées de photos d'elle. La maison était devenue un mausolée à son absence,
Il se surprenait à chercher son parfum dans les couloirs, à croire entendre le bruissement de sa robe. Un soir, en errant dans la suite qu'elle avait occupée, il trouva, tombé derrière une table de chevet, un petit bout de fusain. Il le ramassa, le serra dans sa paume. C'était un objet si simple, si anodin, mais il contenait tout ce qu'elle était, son art, sa fierté, sa pauvreté digne. C'est à cet instant qu'il commença à rejouer la scène du bal, non plus avec la fureur de l'orgueil blessé, mais avec une clarté nouvelle et terrifiante. Les mots de Dubois, un jeune héritier caché, résonnaient désormais avec un poids insoutenable. Et si ce n'était pas une calomnie, loin du luxe et de l'obsession du prince, Camille organisait sa survie. Elle avait vendu les boucles d'oreilles en diamants qu'Alexandre lui avait imposées, obtenant assez d'argent pour disparaître pendant plusieurs mois. Elle avait trouvé une chambre de bonne sous les toits de Belleville, un quartier populaire et bouillonnant où personne ne viendrait jamais la chercher. De sa fenêtre, elle ne voyait pas les jardins bien taillés d'un hôtel particulier, mais un enchevêtrement de toits de zinc et d'antennes de télévision, un paysage vrai et vivant. Elle avait coupé ses longs cheveux, adopté des vêtements simples, devenant une autre parmi la foule. Le plus difficile était le silence imposé avec Chloé. Elle lui envoyait des messages codés via une amie commune, des mots rassurants qui lui coûtaient une fortune en courage. La peur pour sa sœur était une douleur constante, mais la peur pour son fils, qu'elle avait réussi à mettre en sécurité à la campagne chez une vieille amie avant même de signer le pacte avec Dubois, était un tourment de chaque instant. Elle était une mère en exil, une artiste sans art, une femme en fuite. Une semaine s'était écoulée, une éternité. Alexandre avait abandonné la recherche aveugle pour une enquête méthodique. Il avait engagé les meilleurs détectives privés, leur ordonnant de fouiller le passé de Camille, chaque recoin de sa vie. La réponse arriva sous la forme d'une simple enveloppe. À l'intérieur, une copie d'un acte de naissance. Léo, né il y a 4 ans. Mère, Camille Dubois. Père, non déclaré. La date de naissance correspondait à quelques mois près, à la suite de cette nuit fiévreuse et alcoolisée à Montmartre, une nuit qu'il avait presque oubliée, mais qui, visiblement, avait changé le cours de leur vie à jamais. Le document tremblait entre ses doigts. Ce n'était plus une hypothèse, c'était une certitude. Il avait un fils dont il ignorait l'existence, un fils qu'elle lui avait caché. La colère qu'il aurait dû ressentir fut balayée par une vague de honte si profonde qu'elle lui coupa le souffle. Il comprenait maintenant son sacrifice, la terreur dans ses yeux. Il n'avait pas seulement détruit sa protection, il avait mis en danger son propre enfant. 2 semaines après la nuit du bal, le décor de leur vie était planté dans des mondes opposés. Camille servait des cafés dans un petit bistrot de Ménilmontant, son visage à moitié caché par un foulard, ses mains d'artiste plongées dans l'eau savonneuse. Elle avait trouvé une routine précaire, un semblant de paix dans l'anonymat, priant chaque soir pour que le danger s'éloigne de ceux qu'elle aimait. Au même moment, dans son bureau, aux lambris dorés, Alexandre fixait une immense carte de Paris. La recherche avait changé de nature. Il ne cherchait plus une amante en fuite, mais une mère protégeant son petit. Ses yeux balayaient les quartiers populaires, les zones d'ombre où elle pouvait se fondre. C'est alors que Jean-Pierre, son majordome, entra sans un bruit. Il tenait dans sa main gantée de blanc un petit carton usé. « Monsieur le prince, nous avons trouvé ceci dans la doublure de la robe qu'elle a abandonnée. » C'était un vieux ticket pour le funiculaire de Montmartre. Un souvenir, une relique de sa vie d'avant. Pour Alexandre, ce n'était pas un simple morceau de papier. C'était une piste, un fil d'Ariane menant au cœur du labyrinthe, un chemin vers elle et vers le fils qu'il devait désormais sauver. Le billet usé du funiculaire n'était pas une simple relique, c'était une clé. Alexandre le tenait entre ses doigts, le carton fin et fragile contrastant avec la puissance de sa main. Il comprit alors que ce n'était pas avec son armée d'hommes en costume qu'il la retrouverait, mais en suivant les traces de la femme qu'elle avait été, l'artiste de Montmartre. Il quitta le silence oppressant de son hôtel particulier, laissant derrière lui le marbre froid et les dorures, et monta dans sa voiture. Mais il ne donna pas l'ordre à son chauffeur de le conduire dans un quartier d'affaires ou un club privé. Il prononça un seul mot, un nom qui était à la fois un souvenir et une promesse. Montmartre. La berline de luxe glissa à travers Paris, quittant les avenues haussmanniennes pour s'engager dans les ruelles pavées et sinueuses de la butte, un navire de guerre s'aventurant dans des eaux inconnues. Il était un étranger sur le point de débarquer sur les rives du monde qu'il avait tenté de conquérir et qu'il avait finalement détruit. Une fois sur place, il congédia son chauffeur et continua à pied. Il n'était plus le prince, mais un homme à la recherche de fantômes. L'air était plus vif, ici, chargé de l'odeur de crêpes chaudes, de peinture à l'huile et de la pluie récente sur les pavés. Les notes d'un accordéon s'échappaient d'un café,
une mélodie nostalgique qui semblait raconter toutes les histoires d'amour perdu de Paris. Il marcha jusqu'à la place du Tertre, là où il l'avait vu pour la première fois, un feu de fierté et de talent au milieu de la foule. Il montra sa photo, non pas avec l'autorité d'un prince, mais avec la supplique d'un homme désespéré. Les premiers visages restèrent fermés, méfiants, mais un vieux peintre, dont les mains tremblèrent légèrement, la reconnut. Il ne la nomma pas Camille, mais la petite au regard triste. Il expliqua qu'elle avait des amis dans un quartier plus populaire, un lieu où les artistes sans le sou trouvaient refuge, loin des touristes. Il lui donna un nom, Belleville. Le trajet jusqu'à Belleville fut une descente dans un autre Paris, un Paris plus brut, plus vibrant, un labyrinthe de rues colorées par le street art et animé par le bruit du monde entier. C'était un lieu où l'on pouvait disparaître, se réinventer. Guidé par des indications fragmentaires, il arriva enfin devant un immeuble à la façade lépreuse, dont les fenêtres semblaient des yeux fatigués. Rien ne laissait deviner qu'une femme qui avait porté des diamants et des robes de soie pouvait vivre ici. Il entra dans le hall, l'odeur de poussière humide et de choux cuits l'assaillant. Il monta les 6 étages à pied, l'escalier en bois craquant sous ses chaussures coûteuses, chaque marche le dépouillant un peu plus de son armure de prince. Il se sentait vulnérable, exposé. Il arriva devant une porte en bois écaillée, sans nom, sans numéro. Il hésita, le cœur battant à tout rompre, puis il frappa. Le son sembla résonner dans tout l'immeuble, un appel sacrilège dans ce sanctuaire de l'oubli. La porte s'entr'ouvrit et elle était là. Le choc fut si violent qu'il lui coupa le souffle. Ses cheveux étaient les coupés courts, encadrant un visage plus mince, marqué par la fatigue, mais où brûlait toujours la même flamme indomptable. Elle portait des vêtements simples, usés, qui ne cachaient rien de sa dignité farouche. Leurs regards se heurtèrent, et dans les siens, il ne vit ni surprise ni joie, mais une terreur pure, la panique d'une mère lionne dont on vient de découvrir la tanière. Derrière elle, il entrevit une pièce minuscule, presque vide, un matelas au sol, quelques livres, une seule fenêtre donnant sur un enchevêtrement de toit. C'était le refuge qu'elle avait bâti sur les ruines de la vie qu'il avait anéantie. Son premier réflexe fut de lui claquer la porte au nez, de sceller à nouveau cette barrière entre leurs deux mondes. Elle était une forteresse assiégée, et il était l'ennemi aux portes, venu pour tout prendre. Avant que le bois ne se referme sur son visage, il glissa son pied dans l'entrebâillement, un geste désespéré. Sa voix, pour la première fois, n'était pas un ordre mais une supplique brisée. « Camille, attendez !» Il sortit de sa poche, non pas de l'argent, non pas une menace, mais une feuille de papier pliée. C'était la copie de l'acte de naissance. Il le lui tendit, ses doigts tremblant légèrement. « Léo !» murmura-t-il, le nom de son fils sonnant étrange et sacré sur ses lèvres. « Notre fils. » Il la regarda droit dans les yeux, laissant toute sa culpabilité, tout son regret transparaître. « Je ne suis pas venu pour le prendre, je ne suis pas venu pour vous enfermer. Dubois sait, il vous cherche, il ne s'arrêtera pas. Je ne suis plus venu pour vous posséder. Je suis venu pour vous protéger. Pour le protéger, lui. » Chaque mot était une confession, un abandon de son orgueil, une reconnaissance de sa faute monumentale. Il n'était plus le prince, mais le père, et la peur qu'il lisait dans ses yeux était désormais aussi la sienne. La peur dans ses yeux ne se dissipa pas. Elle se figea en une colère froide, une glace protectrice autour de son cœur brisé. Elle recula d'un pas, lui permettant d'entrer, puis referma la porte derrière lui, les emprisonnant tous les deux dans la petite pièce. L'air était électrique, saturé de non-dits et d'années de douleur. Il se tenait au milieu de sa pauvreté, un colosse de richesse et de pouvoir, semblant absurdement déplacé. Elle ne lui offrit pas de s'asseoir. Elle se posta près de la fenêtre, lui tournant à moitié le dos, une sentinelle gardant son territoire. Il avait changé la dynamique, non par la force, mais par une vérité désarmante. Il n'était plus seulement son ravisseur, mais le père de son enfant, un allié improbable et dangereux face à une menace commune. La guerre n'était pas finie, loin de là, mais le champ de bataille venait de changer. Il n'était plus un palais contre un atelier, mais 2 parents terrifiés, debout dans une chambre de bonne, face au monde entier. Le silence dans la petite chambre était une chose vivante, une 3e présence faite de regrets et de peur. Alexandre fit un pas de plus, le plancher grinçant sous son poids, comme pour protester contre cette intrusion d'un autre monde. Sa voix, quand il parla enfin, n'avait plus rien du timbre autoritaire du prince. Elle était rauque, brisée par une culpabilité qu'il ne cherchait plus à cacher. « Toute ma vie, » commença-t-il, son regard ne quittant pas le sien. « J'ai cru que le pouvoir était une réponse à tout, que l'argent pouvait acheter le silence, la loyauté, même le bonheur. Quand tu m'as rejeté cette nuit-là, à Montmartre, tu as brisé cette certitude. Mon orgueil a été si profondément blessé que je suis devenu obsédé. L'irruption à l'église. Ce n'était pas pour te sauver, Camille.
C'était pour me sauver moi, pour prouver que je pouvais encore posséder ce qui m'avait échappé. C'était un acte d'égoïsme monstrueux, et j'en vois seulement maintenant la destruction qu'il a causée. Pardon, pas seulement pour avoir ruiné ton plan, mais pour n'avoir jamais vu la femme derrière le défi. Camille détourna le regard, se concentrant sur les toits de zinc que la pluie commençait à laver. Ses paroles étaient un baume empoisonné, une vérité qu'elle avait toujours su, mais qu'il était douloureux d'entendre avouer. Sa propre voix était à peine un murmure, mais chargée de toute la glace de ses nuits d'angoisse. Le pardon ? Vous me demandez pardon ? Savez-vous ce que c'est que de sursauter à chaque porte qui claque ? De voir le visage de Dubois dans chaque ombre ? Vous m'avez exhibé à ce bal comme un trophée de chasse, me laissant seul face à lui, face à ses insinuations, sans un mot pour me défendre. Vous n'avez protégé que votre nom, votre honneur. Mon humiliation ne vous importait pas. Vous parlez de destruction, mais vous n'avez aucune idée de ce que vous avez détruit. Vous avez pris mon sacrifice, le seul bouclier que j'avais pour protéger ma famille, et vous l'avez brisé en 1000 morceaux par simple orgueil. Vous n'avez pas sauvé une vie, prince Alexandre. Vous avez simplement choisi une autre façon de me mettre en cage. Il accusa le coup, chaque mot étant une lame qui s'enfonçait plus profondément dans sa conscience. Il ne tenta pas de se défendre, sachant qu'elle avait raison sur chaque point. « Tu as raison », admit-il, sa voix encore plus basse. « J'ai été un lâche. Au bal, j'ai vu une attaque contre moi, pas contre toi, mais ce n'est plus de mon orgueil qu'il s'agit. Quand j'ai vu cet acte de naissance, quand j'ai lu son nom, Léo, quelque chose en moi s'est brisé pour de bon. La colère que j'aurais dû ressentir contre toi pour me l'avoir cachée a été balayée par une honte si immense, la honte de mon absence, de mon ignorance. Je me suis souvenu de cette nuit, Camille. Pas comme un brouillard d'alcool, mais comme un moment de fragilité, de connexion, que mon arrogance a effacé de ma mémoire. Je ne suis pas ici pour te reprendre. Je suis ici parce que cet homme menace mon fils, notre fils. Et pour la première fois de ma vie, j'ai peur. Pas pour mon nom, mais pour lui. Une peur qui me rend enfin humain. Cette confession, cette vulnérabilité brute dans la voix d'un homme qu'elle n'avait connu que comme une force de la nature, fit trembler les murs qu'elle avait érigés autour de son cœur. La peur qu'il nommait était la sienne, celle qui la rongeait jour et nuit. En le voyant là, dépouillé de son armure princière, réduit à un père terrifié, la colère qu'il avait soutenue commença à s'effriter, la laissant à nu. Une larme, puis une autre, tracèrent un chemin silencieux sur sa joue. C'étaient les larmes de mois de solitude, de sacrifice et de terreur. Elle porta une main à sa bouche pour étouffer un sanglot, son corps entier secoué par le relâchement soudain de toute cette tension. Il s'avança alors, lentement, prudemment, non comme un conquérant réclamant son dû, mais comme un pèlerin s'approchant d'un sanctuaire. Il n'y avait plus de distance entre leurs mondes, seulement la vérité nue de leur douleur partagée dans cette petite chambre sous les toits de Paris. Ses mains se posèrent sur ses épaules avec une douceur infinie, un contact qui n'était pas une prise, mais un soutien. Elle ne le repoussa pas. Au lieu de cela, elle s'effondra contre lui, son visage enfoui dans le tissu coûteux de son manteau, qui s'imprégna de ses larmes. Il la serra contre lui, un geste protecteur et désespéré, respirant l'odeur de ses cheveux, un mélange de pluie et de savon bon marché, qui lui parut plus précieux que tous les parfums du monde. « Je te protégerai », murmura-t-il contre sa tempe, ces mots un serment solennel. « Lui et toi, et Chloé, plus jamais vous ne serez seuls, plus jamais vous n'aurez peur à cause de moi. » Il releva doucement son visage, ses pouces essuyant ses larmes, et leurs regards se scellèrent dans une entente muette. Puis, il l'embrassa. Ce n'était pas le baiser arrogant d'un prince ou la morsure d'un amant passionné, mais un baiser de rédemption, tendre et profond, une promesse silencieuse que sur les ruines de leur passé, ils allaient enfin commencer à construire quelque chose ensemble. Quand ils se séparèrent, l'air entre eux avait changé. La tension avait laissé place à une intimité fragile mais résolue. Ils n'étaient plus des adversaires. Ils étaient des alliés, liés par le sang et par le danger. « Dubois doit payer », dit-il, sa voix ayant retrouvé une part de sa fermeté, mais cette fois, elle était au service de leur cause commune. « Mais pas dans l'ombre. Nous allons tout exposer. La vérité est notre seule arme. » Il la regarda, ses yeux bleus brillants d'une nouvelle détermination. « Dans une semaine, je convoquerai une conférence de presse au palais. Je reconnaîtrai Léo comme mon fils et mon héritier. Je te présenterai au monde, non comme ma maîtresse, mais comme la femme que j'aime et la mère de mon enfant. Nous lui retirerons tout son pouvoir en lui retirant son secret. » C'était un plan audacieux, un suicide social pour un prince, mais c'était aussi le seul chemin vers la liberté. Ils restèrent là, dans la lumière grise de la fin d'après-midi, plus un prince et une artiste, mais une famille sur le point de naître aux yeux de tous. Une semaine s'était écoulée depuis cette nuit de larmes et de promesses sous les toits de Belleville,
Une semaine durant laquelle le monde avait retenu son souffle. Aujourd'hui, dans le salon doré du palais, l'air était lourd, saturé du cliquetis des appareils photo et des murmures feutrés de la presse internationale. Alexandre se tenait sur l'estrade, non pas avec l'arrogance d'un prince, mais avec la gravité d'un homme sur le point de jouer son âme. À ses côtés, Camille, dans une robe simple mais d'une élégance souveraine, n'était pas une captive, mais son égale. Quand il prit la parole, sa voix ne trembla pas. Il ne parla pas de scandale ni d'erreur, mais d'un fils, Léo, qu'il reconnaissait avec une fierté et un amour infini. Il parla d'une femme, Camille, non pas comme d'une artiste de rue qu'il avait sauvée, mais comme de la seule architecte de son cœur, lui demandant publiquement pardon pour sa cécité et son orgueil. Devant le monde entier, il ne la réclama pas comme sa possession. Il se donna entièrement à elle, un acte de reddition qui était la plus grande victoire de sa vie. L'onde de choc fut titanesque, mais contre toute attente, elle ne fut pas destructrice. La sincérité brute d'Alexandre, la dignité silencieuse de Camille, transformèrent ce qui aurait dû être le scandale du siècle en une histoire de rédemption qui fascina le monde. Les tabloïds qui s'étaient préparés à dévorer le prince se retrouvèrent à célébrer le père. Pour Dubois, ce fut la fin. La vérité, exposée en pleine lumière, lui retira toute son arme de chantage. Privé de la peur qu'il inspirait, son empire de dettes et de menaces s'effondra comme un château de cartes. Des enquêtes furent ouvertes, ses crimes passés refirent surface, et l'usurier qui avait terrorisé tant de vies finit seul, ruiné et oublié dans une cellule de prison. Chloé, enfin libérée de l'ombre qui planait sur elle, put poursuivre ses rêves, protégée par un amour fraternel qui avait tout risqué et par un prince qui apprenait enfin le vrai sens de la protection. La justice n'avait pas été rendue par le pouvoir, mais par la vulnérabilité courageuse de l'amour. Leur vie, par la suite, ne fut pas un conte de faits princiers, mais quelque chose de bien plus précieux, une réalité heureuse. Ils ne s'installèrent pas dans le palais ancestral, trop chargé de protocoles et de fantômes, mais dans un magnifique hôtel particulier baigné de lumière près du parc Monceau. Les journées n'étaient plus rythmées par les obligations sociales, mais par le rire de Léo courant dans les couloirs et par l'odeur de la térébenthine émanant du grand atelier qu'Alexandre avait fait construire pour Camille, dont les fenêtres donnaient sur un jardin secret. Il apprit à changer des couches, à lire des histoires du soir, découvrant une joie simple et profonde qu'aucune acquisition ne lui avait jamais procurée. Elle, de son côté, peignait avec une liberté et une passion renouvelées, son art s'épanouissant loin de la peur et du besoin. Ils étaient simplement Alexandre et Camille, deux âmes qui avaient trouvé leur port d'attache, non pas dans un titre ou une fortune, mais dans la tranquillité d'un foyer bâti sur les ruines de leur orgueil. Un dimanche après-midi, ils retournèrent à Montmartre. La place du Tertre était bondée, bruyante, exactement comme avant, mais tout était différent. Ils s'assirent à la terrasse du petit café où ils l'avaient abordé des années plus tôt. Cette fois, il ne lui fit pas d'offre arrogante. Il lui demanda, avec un sourire tendre, si elle accepterait de dessiner son portrait, comme n'importe quel autre touriste. Elle sortit un carnet et un fusain, et tandis que ses doigts dansèrent sur le papier, elle captura non pas le prince, mais l'homme, ses yeux bleus enfin débarrassés de leur tempête. Dans leur maison, le vieux ticket de funiculaire était encadré sur une étagère à côté d'une photo de Léo, faisant ses premiers pas. Le médaillon contenant le portrait de Chloé reposait désormais dans une boîte à bijoux, son rôle de talisman accompli. Et la fondation d'art qu'il avait créée en son nom offrait désormais à de jeunes artistes la chance qu'elle n'avait jamais eue, transformant les symboles de leur douleur passée en promesses d'avenir. Un soir, bien après que Léo se fût endormi, Alexandre la rejoignit dans son atelier. La pièce était silencieuse, seulement éclairée par la lueur de la lune et des lumières de Paris qui scintillaient à travers l'immense verrière. Elle se tenait devant une toile, un pinceau à la main, perdu dans ses pensées. Il s'approcha sans un bruit, posant ses mains sur ses hanches et son menton sur son épaule, l'enveloppant de sa chaleur. Parfois, murmura-t-il, son souffle chaud contre sa peau, « Je me demande encore comment j'ai pu être si aveugle. C'est toi qui m'as sauvé, Camille. Tu m'as appris qu'un homme n'est pas défini par ce qu'il possède, mais par ce qu'il est prêt à protéger. » Elle se tourna dans ses bras, ses mains venant se poser sur son cœur. « Et toi ?» répondit-elle doucement. « Tu m'as appris que même les cages les plus dorées peuvent avoir des portes si celui qui détient la clé apprend à l'utiliser pour libérer plutôt que pour enfermer. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. » Il la serra plus fort contre lui, leurs regards se perdant dans le panorama étincelant de la ville. Paris, qui avait été le témoin de leur confrontation, de leur fuite et de leur douleur, était maintenant la toile de fond de leur paix. Il n'y avait plus de prince arrogant, ni d'artiste de rue effrayé. Il n'y avait qu'un homme et une femme, et entre eux, la certitude tranquille d'un amour qui avait survécu à la tempête et en était sorti plus fort. Il se pencha pour l'embrasser.
un baiser qui n'avait plus le goût de la conquête ou de la rédemption, mais celui, simple et infini, de la maison. Sous les toits de Paris, le prince avait enfin compris que le seul royaume qui vaille d'être gouverné était celui qui se bâtit à deux, un coup de pinceau d'amour à la fois, chaque jour qui passe.